Mon propos va s'appeler « Sortir de l'invisibilité pour exercer sa citoyenneté, la mise en œuvre des mouvements sociaux et le droit ». Ça consistera en une présentation de la situation actuelle de l'immigration des migrantes, des mouvements sociaux qui ont pris place et des outils juridiques nouveaux qui peuvent être utiles. Et donc, si les migrantes ont été effacées, invisibilisées, considérées uniquement comme femmes d'eux et admises au séjour à ce titre en France et plus largement en Europe, ces femmes ont travaillé de par leur statut très fragile dans des conditions difficiles, tu l'as dit, la plupart du temps dans le non-statut du travail au noir et avec des papiers liés au bon vouloir de leur conjoint, puisqu'un changement dans le lien marital ou la plainte pour violence du conjoint au commissariat signifiait souvent la perte de leur droit au séjour et l'expulsion du territoire. Par ailleurs, la mise à mal, voire la mise à sac des services publics en Europe et dans le monde, par le biais des injonctions au gouvernement provenant de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et de leur relais parmi les grandes bourgeoisies nationales, ont créé un appel d'air très fort pour faire venir des femmes auxiliaires pour effectuer les tâches de soins dans nos sociétés qui étaient traditionnellement exercées par le service public, prises en charge qui vont du petit enfant aux ancêtres en passant par les handicapés. Il est intéressant de constater lorsqu'on visite un hôpital de gériatrie, par exemple, de voir que les patients sont en général des gens d'origine européenne ancienne, on va dire comme ça, et que le personnel qui fait les tâches les moins bien payées, les plus dures, c'est entièrement des gens qui ont une origine d'Afrique ou d'Asie. Et c'est saisissant comme vision, en tout cas comme la division sexuelle et sociale et raciale, on la voit comme ça à l'œil nu. Voilà. En Italie, c'est 300 000 femmes qui ont été régularisées. Elles s'appelaient les badanti. À un moment donné, le gouvernement a essayé de les expulser. Et puis, ça a été un tollé dans la population parce que vraiment, les gens en avaient besoin. Ils s'occupaient tellement des autres qu'elles étaient devenues tout à fait indispensables. Alors, comment passer de l'ombre à la lumière? Les positions résolument antiracistes des confédérations syndicales de gauche, la mise en œuvre de nombreuses recherches, essentiellement dans les recherches féministes, par exemple, le travail pionnier de la regrettée Liane Moser sur les travailleuses originaires des Philippines, ainsi que les efforts acharnés des mouvements de migrantes et des associations qui les ont soutenues, ont contribué à les faire apparaître au grand jour. Elles ont permis d'analyser les composantes genrées de l'immigration. La division sexuelle, sociale et raciale du travail se trouve alors exposée dans sa violence. Ne nous réjouissons pas trop, ceci dit. Les objets de recherche anciens, essentiellement centrés sur les hommes, continuent à se développer. En janvier 2014, la revue Hommes et Migration lance un appel à contribution sur les migrants vieillissants, qui est entièrement rédigé au masculin, sans aucune référence de ce dossier aux différences en termes de genre. Que nous disent ces études et recherches? En 2014, l'immigration dans le monde est majoritairement féminine désormais. Les femmes sont primo-migrantes. Elles bougent par sauts successifs, par exemple du Kerala vers New Delhi, de New Delhi vers les Émirats vers la Grande-Bretagne ou les États-Unis. C'est des femmes en général qui partent déjà diplômées, infirmières, auxiliaires de vie, et donc elles ont tout un parcours pour arriver à essayer de se trouver dans un pays développé. Moi j'ai eu des exemples, j'avais travaillé en Ouzbékistan, de femmes qui quittaient l'Ouzbékistan pour venir en Turquie travailler, d'autres qui vont du Maroc faire les champs de Murcie. Et donc elles deviennent responsables de pourvoir économiquement à leur famille, là où l'homme est resté pour garder les enfants. Il faut bien voir que c'est une inversion absolument considérable dans les mentalités et dans la façon de vivre de ces femmes. C'est une libération incroyable. Et même comme dans les champs de Murcie, quand elles se retrouvent à être mal payées, se retrouvent à être dans des conditions difficiles, ça les change et ça leur donne une autre vision du monde. Et pour elles, c'est important. Alors, contrairement au sens commun, cette immigration est d'abord dans le sens sud-sud, avant d'être sud-nord. Grâce à mon amie ici présente, j'ai ici, par exemple, Le Matin du Maroc, qui montre que 40 000 immigrés vont être régularisés au Maroc. Alors, ce qui est amusant dans la question de la visibilisation, sur la première page, vous voyez, c'est que des hommes. Mais dans les pages intérieures, quand on parle du dossier, c'est des femmes. Les autres photos, c'est tout des femmes. Et donc, tout ce jeu des médias sur est-ce qu'on va rendre visible ou non l'immigration telle qu'elle est réellement.
c'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas un problème qui concerne seulement l'Europe. Je pourrais le faire tourner si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Donc, d'après l'Organisation internationale pour les migrations, en 2010, on a recensé 214 millions de migrants, dont 49% sont des migrantes. Alors, c'est un secteur économique, le soin et la propreté, qui est en pleine expansion. Et on dit en général dans les syndicats que c'est parce que c'est des métiers non délocalisables. Actuellement, pour essayer de tracer un tableau statistique des femmes migrantes qui ont une existence légale, j'ai utilisé la mesure de celles qui signent un contrat d'accueil et d'intégration réalisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En 2009, parmi ces femmes, 53% sont membres de familles de Français, 13% viennent au titre du regroupement familial. Si on regarde la majorité des migrantes titulaires de ces contrats, 36% sont originaires du Maghreb, 16% d'Afrique centrale et subsaharienne, 5% de Turquie, 3% de Chine, 3% de Russie, etc. et 37% d'autres nationalités. Leur moyenne d'âge est de 31 ans. C'est quand même très jeune. En chiffre absolu, il s'agit là de 50 993 femmes migrantes. On pense que les femmes sans papier sont quelques centaines de milliers. L'Île-de-France concentre 40% de ces migrantes. Leur niveau de scolarité est très intéressant à signaler. 5% des femmes seulement sont non scolarisées. 28% sont diplômées de l'enseignement... trop vite. 55% ont reçu une éducation secondaire. 28% sont diplômées de l'enseignement supérieur. Ces dernières sont souvent sous-employées et sous-payées par rapport à leur niveau d'études. Le dernier rapport de l'OFII offre moins de statistiques genrées et se concentre sur les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Alors, il est intéressant de voir que cet Office pour l'immigration et l'intégration se félicite qu'une de ses actions principales, c'est le retour au pays et la soi-disant réintégration. La réintégration, c'est de réintégrer les gens dans leur pays. Donc, c'est exactement l'envers de l'intitulé de l'Office en question. Le secteur d'activité des services à la personne représente en France plus de 2 millions de salariés avec un chiffre d'affaires de 15 milliards par an et une croissance exponentielle de 10%. Alors, si 23% des femmes immigrées sont ouvrières, 10% des femmes non immigrées. 26% des femmes immigrées sont assistantes maternelles, aides ménagères, femmes de ménage, gardiennes d'immeubles. C'est le cas de 11% des femmes non immigrées. 20% sont dans l'éducation sociale chez les immigrés, 29% chez les non-immigrés. D'après l'enquête de l'INSEE, si le taux de pauvreté est de 13% en France, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, il est de 37% pour les ménages immigrés, le taux de pauvreté. Donc on voit bien que c'est des situations extrêmement discriminatoires. Là, je vais en arriver à ma deuxième partie, je dirais « Se battre », disent-elles, pour reprendre le titre du dernier livre de Daniel Kergoat. Donc ces femmes exposées à une triple exploitation de genre, d'origine et de classe ont toutes les peines à se constituer en mouvement social. Comme le grand public l'a appris en lisant le livre de Florent Aubenas, ce que dans les associations on savait depuis très très longtemps, les migrantes font des heures. Elles n'ont pas du travail, elles font des heures ici, par là, et elles ont fréquemment de multiples employeurs, elles sont isolées, elles parlent mal les langues, elles n'arrivent pas à savoir tout à fait bien ce qu'on leur fait signer, et elles sont fréquemment sans papier. Malgré cela, et par un cheminement assez long et difficile, elles sont passées de revendications principalement humanitaires des droits de l'homme pour être reconnues aptes à avoir des papiers, aux grèves pour un travail décent. D'abord des grèves dans les hôtels, l'hôtel Accor en 2002, l'hôtel Novotel en 2005, avec leur lot de stigmatisation et de harcèlement et de licenciement des activistes syndicalistes. On citera aussi l'occupation de l'entreprise Manette dans le secteur du nettoyage par une poignée de femmes engagées et courageuses, avec la difficulté supplémentaire qu'elles combattaient à un employeur qui était de la même origine géographique qu'elles. Oui, mais pas du même pays, justement. Pas du même pays, mais quand même. Ces grèves, bien que n'ayant concerné qu'un nombre limité de femmes, sont néanmoins emblématiques et ont constitué un exemple à suivre. Ensuite, par leur présence comme sans-papières dans le flot des deux grands mouvements de 2008 et 2009.
Les circulaires qui les ont concernées, qui ont été obtenues après, sont difficilement applicables pour elles parce qu'elles sont souvent sans feuille de paye, sans aucun justificatif et que pour pouvoir introduire une action, il faut montrer des feuilles de paye. Alors certains employeurs, certaines employeuses ont fini par essayer d'accompagner le mouvement et régulariser leurs employés, mais c'est vraiment la minorité. Leurs lieux de travail de ces femmes migrantes sont fragmentés, elles égrènent des heures ici et là. Et les employeurs ne veulent pas se faire connaître pour payer ou ne plus recevoir d'amende en payant le tarif de la déclaration. Voilà. Il faut signaler ici la part très importante prise dans ces luttes par le RACFIR, Femmes Égalité, Droit devant, et par les syndicats CGT Sud, la CNT et la CFDT. J'avais 2 exemples récents à citer à l'hôtel Campanile, 28 jours de grève des femmes de ménage, soutenues par la CGT et la CNT, et elles sortiront de la précarité et obtiendront 200 € d'augmentation de salaire par mois. Plus récemment, les femmes de chambre de l'hôtel de luxe Parc Hyatt Vendôme, vous avez dû en voir ça dans les journaux, menacent de faire grève pendant la semaine de la mode, la dite Fashion Week. Il faut savoir qu'elles sont payées à peu près ce que coûte une nuit d'hôtel. Donc elles protestent contre les conditions de travail au sein de l'hôtel et la rémunération insuffisante. La principale revendication est l'embauche pour ces agents externalisés dans la sous-traitance. Elles organisent un défilé de mode alternatif de l'hôtel avec des vêtures africaines traditionnelles. Il faut savoir que la sous-traitance, c'est une manière de ne pas voir ce qui se passe et que l'hôtel puisse dire « Ah ben non, c'est pas moi, c'est l'entreprise qui vous embauche, qui vous paye mal ». Leur mouvement n'aura pas été vain. Mobilisés pendant 10 jours, les grévistes et manifestantes, accompagnées par la CGT, ont obtenu partiellement gain de cause. Les salariés ont arraché une prime de fin d'année équivalente à un 13e mois, la suppression de la clause de mobilité et la transformation des temps partiels en temps plein pour celles et ceux qui le veulent. En revanche, ces salariés qui dépendent d'un sous-traitant, la Française de service, ne seront pas intégrés au groupe hôtelier et leurs heures supplémentaires ne seront pas payées. Il faut savoir qu'elles sont payées souvent à la tâche, c'est-à-dire elles ont une chambre à nettoyer. Et si la chambre est vraiment dégueulasse et que ça leur prend 3 heures au lieu d'1 heure, eh bien, elles ne sont pas payées en plus. Là, je voudrais parler de l'apport des droits supranationaux, tu en as déjà parlé un petit peu. Des lois supranationales et des jurisprudences ont marqué ces secteurs en constituant des jalons et des points d'appui pour les démarches de régularisation des femmes migrantes. La législation européenne est également de plus en plus favorable à limiter les actions de discrimination des employeurs et des employeuses en Europe. On peut consulter à ce sujet les travaux de Marie-Thérèse Langtin et de Michel Minet. Il y a donc bien une lutte pour faire avancer le droit. Il y a des rapports sociaux entre les justiciables et le droit. Ça, le droit, ce n'est pas quelque chose d'immuable. En 2008, on a transposé en France les directives communautaires pour adapter au droit le domaine de la lutte contre les discriminations. Les décisions communautaires, malheureusement, ne sont pas toutes contraignantes, ça dépend de leur niveau. Et quand elles le sont et qu'on les appelle de nos voeux, elles sont rarement appliquées. Au niveau de l'Organisation internationale du travail, dans les négociations pour obtenir l'adoption par tous les pays de la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, entrée en vigueur le 5 septembre 2013, le plus difficile a été de faire accepter aux délégations des différents gouvernements les vocables de travailleuses et d'employeurs, alors que l'exploitation se travestit, jouant de la confusion, mais non, c'est une proche, je ne suis pas un employeur, elle est de la famille, et que c'est du domaine privé. Le fait que les travailleuses aient participé au processus de négociation internationale de cette convention a permis d'accentuer leur visibilité. Hélène Schwenken, qui a fait un article là-dessus, écrit qu'elles sont sorties de leur cuisine enfant. Cette convention amène une plus grande sécurité pour un travail décent, mais à condition qu'elle s'applique réellement, ce qui implique que les acteurs et les actrices au niveau national s'en emparent. Logiquement, ces discriminations devraient aboutir devant les conseils de prud'homme en France, mais c'est rarement le cas en ce qui concerne les employés domestiques et les employés qui sont dans des sans-papiers de manière générale. La difficulté d'ester au prud'homme se heurte principalement à 3 écueils. Premier écueil, comment constituer la preuve lorsqu'on est payé en liquide et qu'il n'y a comme témoin que les membres de la famille où on travaille? Il y a également le risque de se faire arrêter à l'audience, qui est arrivé à plusieurs d'entre eux et d'entre elles, amenés là par des avocats peu au fait des pratiques policières et de la délation.
La législation concernant les sans-papiers a légèrement évolué en 2011, c'est-à-dire si un employé est licencié parce que son employeur ou bien ceux qui inspectent l'employeur apprennent qu'il ou elle est sans-papier, la personne auparavant n'avait droit qu'à 1 mois d'indemnité salariale. Aujourd'hui, ils ont droit à 3 mois d'indemnité. C'est un petit progrès. Concernant les femmes employées de maison, une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 va complètement modifier la donne, établissant dans ce domaine la preuve qu'une discrimination indirecte est constituée par le fait d'être d'origine extra-européenne et sans papier, ce qui permet à la discrimination de s'exercer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer ses droits, donc parce qu'on est d'origine étrangère, c'est une discrimination dite non pas directe mais indirecte. Cette décision vient enfin rendre visible l'étendue des discriminations subies par les femmes migrantes. L'histoire de cette décision judiciaire est longue et à la lire, on s'aperçoit qu'elle est entre autres le fruit de l'intervention de ceux que Thienot Grumbach appelait les avocats camarades, dans l'occurrence Slim Ben Achour, qui donc a suivi cette personne, et du ministère public en la personne de Patrick Henriot, par ailleurs membre dirigeant du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que les bonnes décisions en droit, ça n'arrive pas comme ça, comme les cigognes au printemps. Il faudra beaucoup de temps et de patience de 2007 à 2011, soit 4 ans, pour que cette aventure judiciaire trouve son épilogue définitif. Ce temps est le deuxième écueil pour les justiciables, les juridictions étant comme les autres segments de l'État, mises à sac par les tenants du capitalisme financier et privées des moyens humains et techniques pour rendre rapidement la justice. Le troisième écueil est la difficulté de trouver un bon avocat ou un bon conseiller du salarié et de tomber sur un conseil de prud'homme dont l'écoute est attentive. Parce que là encore, tout dépend sur quel juge vous allez tomber ou sur quel groupe de juges. Voici le déroulé de l'histoire donc exemplaire de Madame Z, puisque je tairai son nom, qui a amené cette jurisprudence. De nationalité capverdienne et dépourvue de titre de séjour en France, elle a saisi la juridiction prud'homale après son licenciement et son éviction de la chambre de service qu'elle occupait chez ses employeurs. Elle réclamait des indemnités pour le licenciement abusif et des dommages et intérêts. Le Conseil de prud'homme rend un premier jugement le 30 mai 2008 en lui accordant des indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement. Madame Z fait appel de ce jugement car elle souhaite que l'on répare le préjudice de ses conditions de travail discriminatoires. La Cour d'appel dira dans son raisonnement que Madame Z a subi, en raison de son origine, c'est comme ça qu'il parle, au moyen pour les employeurs de l'exploitation de sa qualité d'étrangère en situation irrégulière sur les territoires français, qui ne lui permettait aucune réclamation aux libertés d'agir, une discrimination indirecte caractérisée. En fait et en droit, Madame Z était privée de sa citoyenneté. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'explication est que Madame Z, donc, du fait de cette discrimination indirecte, est moins bien traitée qu'une autre personne dans une situation comparable ne le serait, qui ne serait pas d'origine étrangère. La Cour d'appel condamnera donc ensemble le couple d'employeurs pour discrimination du fait de l'origine et licenciement nul. Ces employeurs ne se sont pas découragés et sont allés jusqu'en Cour de cassation. Vous imaginez un peu la différence de niveau entre les employeurs qui ont tout leur temps pour payer des avocats. Il faut savoir que les avocats de la Cour de cassation, ce n'est pas gratuit et c'est une procédure très longue. Donc ils ont poursuivi leur employé jusque devant la Cour de cassation et la décision de la Cour de cassation établit en 2011 que la Cour d'appel de Paris a eu raison de juger ainsi et rejette leur pourvoi. L'arrêt rappelle que la discrimination s'entend du traitement défavorable d'une personne en raison de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, etc. Il y a une vingtaine de raisons qui font qu'on n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un de manière discriminatoire. Donc là, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça rend possible des actions en justice et en preuve de discrimination. Parce que quand vous êtes devant un conseil de prud'homme, vous dites, voilà, j'ai été discriminée parce que je suis d'origine subsaharienne, mais il faut arriver à le prouver. La personne va dire, ah mais non, mais je ne l'ai pas embauché à cause de ça, je l'ai embauché parce que j'avais plus de place, ou parce que il s'est mal conduit, ou parce que l'employeur n'acceptera pas de dire, et la preuve
amener la preuve que c'est à cause qu'on a été licencié, à cause de ça, est extrêmement difficile à faire. Tandis qu'arriver à dire que parce qu'on était d'origine étrangère et sans papier, on n'a pas pu se défendre, là, ils ne peuvent rien répondre à ça. Donc, en conclusion, la citoyenneté des femmes migrantes s'affirmera en constituant et en prenant appui sur les mouvements sociaux et les syndicalistes et en poussant l'application des lois supranationales et nationales pour les appliquer, voire les améliorer. Voilà, je vous remercie.